Alors, la question, lorsqu'ils parlent anglais, les Français prononcent bien toutes les syllabes, alors que les anglophones, par exemple, ne prononcent pas certaines syllabes distinctement. C'est difficile de reconnaître les mots. Quels sont tes conseils pour bien les comprendre? Alors, comment bien comprendre ces syllabes qui ne sont pas distinctes? Alors, c'est une question qu'il va falloir reformuler, mais avant ça, je tiens à souligner que c'est une très bonne remarque d'observer cette différence dans la prononciation des syllabes, parce que c'est un élément très important de la langue, et c'est important de voir que les langues, d'une langue à l'autre, du français à l'anglais, chaque langue peut avoir une logique différente. Chacune des langues est logique, mais elle a sa propre logique. Alors la différence de logique, c'est que en français, chaque syllabe a la même importance, et en anglais, on a certaines syllabes qui sont importantes et d'autres qui sont négligées, c'est-à-dire, comme c'est dit dans la question, qui ne sont pas prononcées distinctement. Alors on va prendre un exemple. En français, une question sur les animaux, une question sur les animaux. Chaque syllabe a la même importance, on les prononce toutes pareil. Et maintenant, en anglais, on a la même phrase. A question about animals. A question about animals. Animals. C'est quoi la différence d'une langue à l'autre? C'est que, en anglais, on accentue certaines syllabes. C'est ça l'accent tonique. C'est le fait d'insister sur certaines syllabes. Alors, tous les linguistes sont pas d'accord. Il y en a certains qui disent que en français aussi, on a un accent tonique à la fin de chaque phrase. Et c'est vrai qu'en français, la fin de chaque phrase, on la prononce un petit peu différemment. Et d'autres linguistes disent que non, ça c'est pas un accent tonique, et je suis de leur avis parce que cette petite différence de prononciation, elle modifie pas le sens des mots ou des phrases. Alors qu'en anglais, ne pas respecter l'accent tonique justement, ça amène à pas être compris. Si on accentue la mauvaise syllabe d'un mot en anglais, on court le risque important de pas être compris ou d'être compris juste par les personnes qui ont l'habitude de parler à des étrangers. C'est pas ce qu'on veut. Notre objectif, c'est de pouvoir parler avec tout le monde en anglais, d'être sur un pied d'égalité. Et une autre manière de voir les choses, c'est que cette accentuation des mots, elle modifie le rythme de la langue. L'accentuation et le rythme, en anglais, sont étroitement liés. Ça veut dire qu'en français, le rythme, il est sur chaque syllabe. Si je reprends mon exemple, une question sur les animaux, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, c'est le même rythme. C'est toujours le même rythme. En anglais, question about animals, dada, dada, dada. Imaginez un métronome, tic tac, tic tac. À ce moment-là, en anglais, les syllabes qui sont pas accentuées auraient tendance à tomber entre les deux battements d'un métronome, alors que en français, pour chaque battement du métronome, on aurait une syllabe et elles ont toutes la même importance. Ça. Alors, c'est pas un reproche à la personne qui a posé la question, parce que c'est une très bonne question, mais la question est formulée de manière négative. Les anglophones ne prononcent pas certaines syllabes distinctement. Comment bien les comprendre? C'est toujours mieux de reformuler une question de manière positive. Et puis, alors ça, c'est une question de point de vue et d'habitude avec la langue, c'est pas un reproche non plus. Lorsqu'ils parlent anglais, les Français prononcent bien toutes les syllabes. Oui. Alors justement, c'est là qu'il y a un gros paradoxe. Lorsque les Français parlent français, ils prononcent toutes les syllabes. S'ils parlent bien, ils prononcent toutes les syllabes. Lorsque quelqu'un parle anglais, s'il parle bien, il ne prononce pas distinctement toutes les syllabes. C'est là il faut vraiment voir une différence de point de vue. Il faut passer de la logique française à la logique anglaise. Et la logique anglaise, c'est que certaines syllabes sont importantes, certaines syllabes ne le sont pas. Question about animals. Alors, je vais vous donner un aperçu de chaque syllabe. C'est une syllabe qui est faible. Quesh, c'est une syllabe qui est forte. Chen, c'est une syllabe qui est faible. About, c'est une syllabe qui est faible. Bout, c'est une syllabe qui est forte. Animals, c'est une syllabe qui est forte. Ne,
Ne, c'est une syllabe qui est faible. Mount, c'est une syllabe qui est faible aussi. Question about animals. On a donc 3 syllabes accentuées. Question, about, a. Dans cet exemple-là, c'est assez révélateur. Toutes les autres syllabes sont prononcées avec la même voyelle, qui est la voyelle qu'on retrouve en français dans le mot le, comme l'article, le téléphone, ou en français, ça c'est en français, ou en anglais, dans le mot the, qui signifie le aussi, c'est facile à mémoriser. Dans les mots le et the, la voyelle, c'est une voyelle qui se situe au centre de la bouche, qu'on sait tous faire donc puisqu'elle est en français. C'est une voyelle qui est très neutre, elle n'est pas très distincte. Et le problème, encore une fois, c'est qu'en France, on apprend par l'écrit. Mais il y a beaucoup de voyelles qui s'écrivent en anglais, mais qui ne se prononcent pas comme elles s'écrivent. Un très bon exemple, c'est donc le mot animal, en anglais animals. Le i se prononce e, le a se prononce e aussi. Animals. Et donc, dans notre exemple, on a 5 syllabes qui sont faibles, sur un total de 8 syllabes. Donc, seulement 3 syllabes accentuées. Ça veut dire que, et ça, c'est un exemple qui est révélateur, ce sera pareil c'est pareil dans toutes les autres phrases en anglais, c'est à peu près les mêmes statistiques, c'est que, en majorité, les syllabes en anglais ne sont pas accentuées et sont prononcées avec une voyelle qui est faible comme ça. C'est souvent cette voyelle-ci. Alors, j'en viens enfin à reformuler la question de départ. La question, ça va être comment gérer les syllabes qui ne sont pas accentuées en anglais. Et c'est là que c'est contre-intuitif. Mais quelque part, c'est simple. Ces syllabes non accentuées, le meilleur moyen de les gérer, c'est de les négliger. Non seulement on peut les négliger, mais il faut les négliger. À la place, c'est important de se concentrer sur les syllabes accentuées. Alors, concrètement, comment ça se passe? Ça veut dire que lorsque vous observez, lorsque vous mémorisez de l'anglais, les deux, lorsque vous écoutez, lorsque vous lisez aussi, lorsque vous lisez du texte, c'est important de s'imaginer la prononciation correcte. À ce moment-là, ce sera important de mettre votre énergie, de concentrer votre énergie sur le fait d'observer quelles syllabes sont accentuées. Et ainsi, ça va vous aider à apprendre les mots correctement, c'est-à-dire sous forme d'un cocktail de syllabes accentuées, les plus importantes, et de syllabes non accentuées, qui sont moins importantes. Donc, pour répondre à la question, comment gérer ces syllabes qui ne sont pas très distinctes, négligez-les, à la place, concentrez votre attention sur les syllabes accentuées. Alors, je passe à la question suivante. Il me reste à peu près 7 minutes pour terminer cette vidéo. Alors, je vais essayer d'aller vite sur les dernières questions. Quelle est la manière la plus efficace pour reproduire exactement un son en anglais, bien sûr, quand on est francophone? Ça, on en a déjà parlé, c'est le fait de se concentrer sur les muscles et sur les différences de phonétique entre l'anglais et le français. Les sons qui existent en anglais mais pas en français. Les différences niveau rythme, niveau accentuation. Question suivante. Comment s'habituer à chaque accent? Alors, pour s'habituer à chaque accent, le mieux c'est d'abord de s'habituer à un seul accent jusqu'à le maîtriser. C'est la manière la plus efficace, la plus simple. Et quand vous faites comme ça, alors déjà vous pourrez profiter du fruit de votre travail, c'est-à-dire que vous comprendrez, vous maîtriserez un accent particulier, peu importe lequel, prenez celui qui vous intéresse le plus. Et puis, une fois que vous maîtrisez cet accent, contrairement à une idée reçue, s'habituer à un nouvel accent anglais, c'est pas beaucoup de travail. Honnêtement, faites-moi confiance, une fois que vous maîtrisez un accent, ça veut pas dire que votre prononciation est parfaite, mais ça veut dire que vous le comprenez totalement. Eh bien, si vous rencontrez un anglophone qui parle un accent totalement différent, et que vous discutez avec lui pendant 2 heures, au bout de ces 2 heures, vous serez totalement habitué à son accent, et ça veut dire que vous serez capable de comprendre toutes les personnes qui ont un accent similaire au sien. Honnêtement, c'est vraiment pas beaucoup de travail. Gardez en tête qu'il y a davantage de différences entre la phonétique française et la phonétique anglaise que de différences entre les différents accents anglais. Au début, il faudra peut-être un petit peu vous habituer, mais au bout de 2 heures, vous serez tranquille. Honnêtement, c'est une préoccupation
courante et naturelle, mais c'est pas ce qui demande le plus d'efforts. Ça vous demandera pas beaucoup d'efforts. Donc à ce niveau-là, vous pouvez vous rassurer. Une fois que vous comprenez un accent anglais, en comprendre davantage, ce sera pas du travail d'ailleurs, ce sera surtout amusant et intéressant parce que vous aurez comme une nouvelle musique et que vous entendrez dans la voix des personnes avec qui vous êtes en contact. Dans les contenus, ça peut être la télévision. C'est plus excitant quand on rencontre des gens, je pense. Donc à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Question suivante. Comment deviner le son d'un mot nouveau sans l'avoir entendu précédemment? Alors la vérité, c'est que, alors je pars du principe que cette question-là veut dire comment deviner le son d'un mot nouveau que l'on lit si on ne l'a jamais entendu précédemment. Je considère que c'est ce que veut dire la question. Le fait est qu'on peut jamais être certain. On peut le deviner par habitude parce qu'on connaît des mots similaires. Je vous donne un exemple. En anglais, on a le mot past, le passé, P-A-S-T. On a le mot paste, P-A-S-T-E, qui signifie coller. Les deux mots s'écrivent quasiment pareil, mais il y a un E à la fin, et du coup, le A se prononce différemment. A ou A ou A. Pass, paste. Il y a d'autres mots similaires, comme ça, et par habitude, vous allez pouvoir l'observer. Mais pour être certain de la prononciation d'un mot, le seul moyen, c'est de l'entendre. L'anglais n'est pas phonétique. Et cette question-là reflète encore une fois le fait qu'on travaille surtout par le texte en France, alors qu'une langue, c'est avant tout oral. C'est fait pour parler, une langue. Bon, il ne me reste malheureusement que 3 minutes pour cette vidéo, alors ça va aller très très vite. Comment éviter la peur du jugement des autres? Alors il y a 5 facteurs qui permettent de gagner en aise. Être certain de ce que l'on dit, la conviction, être précis sur ce que l'on fait, c'est-à-dire utiliser la bonne prononciation. À ce moment-là, on a une base solide sur laquelle se reposer. Le fait de pratiquer, il faut que vous pratiquiez souvent pour vous désinhiber. Sinon, c'est normal d'être un petit peu intimidé. Le fait de pas penser à ce que pensent les autres, c'est-à-dire vous devez vous moquer du jugement d'autrui. Et puis, un facteur important, le fait d'être créatif. Si vous mettez une pression, un objectif pour travailler l'anglais, c'est pour avoir une note, c'est pour pas passer pour un idiot en face de collègues, de camarades. À ce moment-là, vous avez une pression qui est pas du tout constructive. Il faut que vous visiez d'être créatif à la place. C'est essentiel pour tout ce qui est tâches d'apprentissage. Vous avez besoin de ça et tout ce que je viens de citer, ça va vous amener au plaisir. C'est pourtant que j'en ai pas parlé, mais ça reste un élément clé. Il faut que vous ayez plaisir à ce que vous faites. La question suivante, au-delà de la prononciation, est-ce que le rythme et l'intonation sont abordés dans ce livre? Donc c'est oui, c'est le rythme, l'accentuation et aussi l'intonation. Et alors la dernière question, qui est par rapport aux accents aussi, est-ce un anglais américain ou britannique? Donc quel type d'accent j'utilise dans le livre? Gardez en tête qu'il y a plusieurs accents américains, plusieurs accents britanniques, surtout au Royaume-Uni, Londres, différentes parties de l'Angleterre, il y a vraiment beaucoup d'accents différents. Je me suis concentré sur aucune de ces régions-là. Honnêtement, mon but, ça a été d'être neutre et de me concentrer sur les principes de la phonétique anglaise qui sont les mêmes quel que soit l'accent. Il y a beaucoup plus de similitudes que de différences entre les divers accents anglais. Ça veut dire que si vous voulez apprendre un accent américain, le livre est bon pour vous. Si vous voulez apprendre l'accent de Londres, par exemple, le livre est bon aussi. Pareil pour l'Australie, les principes, les grands principes qui sont essentiels sont les mêmes, quel que soit l'accent. J'ai utilisé autant possible des exemples neutres, c'est-à-dire quand il y a plusieurs prononciations pour un mot, et qu'elle existe à la fois en anglais des États-Unis et du Royaume-Uni, j'ai choisi cette prononciation-là. Et au niveau de l'orthographe, j'ai choisi l'orthographe américaine, et quand il fallait choisir, j'ai choisi la prononciation américaine. Et gardez bien en tête qu'il y a plus de points communs que de différences entre les différentes. Voilà ce qui conclut la vidéo. Merci pour vos questions, et puis je vous dis à bientôt dans le courrier des lecteurs, et réussir à l'oral en anglais sort très bientôt, je vous tiens au courant. Merci, à bientôt.